Je l'annonçais tout à l'heure, Pascal Issou-Michaud est ministre de la fonction publique. Il est avec moi sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Claude. C'est la première fois que Télé 50 vous reçoit dans ses émissions. D'abord pour commencer, quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la fonction publique en RDC? Mais pour commencer, comme vous le dites, d'abord merci de m'avoir invité. Ensuite, un grand merci à son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, le Président de la République. Oui. Parce que comme vous le savez, je suis seulement à 2 semaines et demie de ma nomination comme ministre de la fonction publique. Merci également au Premier ministre, son Excellence Matata Mponyo, pour la confiance qu'ils ont placée en moi afin de manager ce grand ministère de la fonction publique dans notre pays. On dit que c'est un ministère des grands défis. Oui, parce que c'est finalement le chef du personnel du gouvernement. En fait, le ministère de la fonction publique, c'est la colonne vertébrale de la machine gouvernementale. C'est la fonction publique qui doit faire marcher tout le pays. Si ça ne marche pas à ce niveau-là, il n'y a rien qui peut se faire. Il se trouve maintenant que la RDC est en retard. Oui, c'est vrai, la RDC est en retard, alors qu'il s'agit d'un grand géant. Et sur ce point, je dois vous dire que nous avons des grands défis. D'où, si je peux revenir sur votre question finalement. Allez-y. En fait, pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de la fonction publique et pourquoi on parle de la fonction, de la réforme de l'administration publique? C'est parce que d'abord, le constat, et ça tout le monde le sait bien, a été que notre fonction publique ne pouvait plus répondre aux attentes des usagers. On dit c'est une fonction publique inefficace, alors qu'entre-temps, pour le chef de l'État, le Congo doit être un pays émergent à l'horizon 2030. Comment le Congo peut-il, la RDC peut-elle être un pays émergent à l'horizon 2030 sans une fonction publique, une administration publique efficace, une administration publique d'excellence? D'où l'autopsie. Et là, déjà en 2003, le premier constat, et puis en 2012, a montré qu'il y a un dysfonctionnement terrible. Et donc, il faut revoir cette machine administrative pour qu'elle puisse permettre à l'atteinte des objectifs de la vision du chef de l'État. Voilà. Et donc, il s'agit d'une administration qui a beaucoup de problèmes. D'abord, le personnel a beaucoup vieilli. Ensuite, elle n'arrive plus à répondre aux besoins, aux attentes des usagers. Il faut alors la réformer. Si on ne la réforme pas, en tout cas à l'horizon 2030... Ce qui a déjà commencé, et lorsque vous avez pris les commandes de ces ministères, vous aviez déclaré sur nos micros que vous vous inscrivez dans la continuité. En quoi faisons exactement? Ben, je pense que c'est ça le mot d'ordre. Lorsqu'on devient ministre, on doit assurer la continuité des affaires de l'État. Quand on change le ministre, l'État ne change pas, la nation ne change pas. Il faut continuer sur cette lancée-là et c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Parce que le gouvernement avait bien défini les objectifs de la réforme et j'ai la mission de continuer et de faire aboutir ce qui doit l'être pendant mon mandat. Voilà. D'où le lancement de cette campagne. Oui, bien sûr. Et l'objectif de cette campagne était de communiquer, sensibiliser tous les agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Parce que si l'information n'est pas bien comprise, si ceux qui sont concernés au premier point n'arrivent pas à comprendre, ben comment ils vont s'approprier cette réforme? Or, la réforme est faite pour les agents et fonctionnaires de l'État, elle doit l'être par eux. Il faut donc aller vers eux, expliquer afin qu'ils comprennent la vision, la politique et la stratégie. C'est ça l'objet de la campagne que je venais de lancer. Qui sont concernés? C'est tout le monde? Est-ce que c'est la population qui devrait aussi comprendre comment est-ce que fonctionnent ces grands ministères? Oui, c'est toute la population congolaise qui doit comprendre comment fonctionne ce ministère et en particulier les agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Pensez-vous que cette démarche pourra mettre fin à ces manifestations un peu récurrentes qu'on a vues au cours des mois passés? En rapport avec la réforme, vous voulez dire? En rapport avec la fonction publique en général. En tout cas, depuis que je suis là, j'ai déjà fait beaucoup de rencontres
et tout le monde dit il y avait un problème de communication, un problème de dialogue. Je pense donc qu'en communiquant plus, en dialoguant, en échangeant, en expliquant, oui, cela va certainement jouer sur le climat de travail. Nous ne gagnons pas en perdant du temps en fait, je vais dire, en perdant du temps par une sorte de barbarie. Par contre, en se mettant autour d'une table, en comprenant l'objet de la réforme, et là je dois dire, tout le monde est pour la réforme. Et ça peut vous étonner. Tout le monde, même les syndicalistes, ils sont pour la réforme. Alors s'il y avait des revendications, d'après ce qu'ils ont dit... Oui, parce que souvent ils disent qu'on veut les mettre à l'écart, on veut les chasser. Oui. Est-ce que vous permettez que j'y aille progressivement? Comme ça, tout le monde va nous comprendre. Nous venons de dire que notre administration a des problèmes. Et ça, tout le monde le sait. Oui. Que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, ils savent que notre administration n'arrive plus à répondre aux attentes des usagers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réformer. Mais réformer comment? Il y a 3 points essentiels. Il faut rajeunir le personnel, ça c'est sûr. On a besoin des jeunes qui ont encore de l'énergie, c'est tout à fait normal. Pour y arriver, évidemment, il faut mettre à la retraite ceux qui ont beaucoup travaillé pour le pays. Et il faut les féliciter pour ça. Et évidemment, il faut maîtriser les effectifs. Il faut maîtriser. Vous savez que dans notre pays, il y a un gros problème. On parle de la masse salariale. Et on s'est dit, oui, mais est-ce qu'on connaît exactement il y a combien de fonctionnaires? D'où les recensements qui ont eu lieu et qui vont se poursuivre là où ça n'a pas encore été fait. Mais en tout cas, 99% a déjà été fait. Voici les 3 axes principaux de la réforme. Et dans ce sens-là, vous pouvez comprendre que si le message ne passe pas bien, lorsqu'on dit les gens doivent aller à la retraite, la tendance est de croire que c'est une punition qui leur est infligée. Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, la discussion ou le débat, c'est oui, nous voulons aller à la retraite. Comment nous irons à la retraite? C'est ça ce que j'entends et ils ont raison. Et nous sommes en train d'y travailler. Le gouvernement est en train de travailler. Comme je le dis, il n'y a aucun gouvernement qui se réveillerait et remballerait tout le monde pour envoyer à la retraite. Non. Nous irons étape par étape et le gouvernement est en train d'y travailler. Vous voyez? Comment on peut aujourd'hui embaucher les jeunes pour rajeunir l'administration publique s'il n'y a pas de place qui se libère? La loi prévoit que pour recruter, il faut qu'il y ait un poste vacant. La loi prévoit que pour une promotion, il faut que le poste pour lequel on veut être promis soit vacant. Donc, il faut un système de la mise à la retraite qui va être suivi d'un système de recrutement et de promotion. Le tout est lié. Et il faut que tout le monde comprenne. Ceux qui sont éligibles à la retraite, il faut qu'ils comprennent que c'est normal d'aller à la retraite. Évidemment, ils ont raison de dire sous quelles conditions. Le gouvernement est en train d'y penser, n'est-ce pas? Et les jeunes, il faut qu'ils sachent que pour occuper une place, ils doivent être recrutés. Et nous connaissons les conditions de recrutement. D'où l'organisation, le test, le concours. Voilà. Et donc, vous avez décidé finalement de prendre les taureaux par les cornes. Oui, c'est vous qui le dites comme ça, mais encore une fois, moi je pense que c'est dans le processus normal de fonction d'un ministre. Si le ministre ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Donc, au sein de la fonction publique, le plus grand problème était l'absence vraiment de la communication, alors qu'il y en a qui parlent plutôt des garanties qui n'étaient pas vraiment apparentes pour que tous ces retraités, tous ceux qui sont éligibles à la retraite soient d'accord. Pourquoi je parle de la communication? Parce que même cette question de garantie, c'est une question qui est prévue. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il va envoyer les gens à la retraite comme des bêtes. Non. Tout est prévu. Et tout est en train d'être discuté, ce qui signifie tout simplement que le problème, c'est au niveau dialogue. Lorsqu'on vous dit que vous allez à la retraite, vous ne prenez même pas le temps de demander, mais nous y allons comment? Vous considérez qu'on vous chasse? Non, on ne chasse pas. Vous voyez? Tenez, est-ce que vous savez que si vous prenez, par exemple, la catégorie A dans notre administration publique, c'est-à-dire les secrétaires généraux et les directeurs, oui. Est-ce que vous savez que
d'après la loi, à 55 ans en principe, la loi qui est en vigueur, on devrait aller à la retraite, ou si on a fait 30 ans de service, même si on va à 65 ans, d'accord, parce que c'est ce qui est en discussion. Est-ce que vous savez que plus de 80% sont éligibles à la retraite? Mais c'est des gens qui ont travaillé pour la République. Ils n'ont jamais démérité. C'est des gens qui, aujourd'hui, après avoir tout donné pour l'État congolais, pour la nation congolaise, ils sont fatigués. Et l'État doit rendre l'appareil. Exact. Vous voyez, en fonction, bien entendu, de moyens disponibles pour l'État. Et donc, l'État n'est pas là pour punir ceux qui ont fait vivre l'État, ceux qui ont travaillé. Non, pas du tout. L'État est là avec eux pour trouver des mécanismes. D'où l'idée de la création de la caisse de retraite. Vous voyez, et l'idée de cette caisse, c'est laquelle finalement? Les jeunes qui vont prendre la place des vieux, permettez-moi d'utiliser ce terme-là, sont ces jeunes-là qui vont cotiser pour que la caisse ait des moyens afin de faire vivre les vieux. Vous comprenez? Ça veut dire que si aujourd'hui, nous n'engageons pas les jeunes qui vont travailler pendant 30 ans, pendant même plus de 30 ans, afin de faire vivre les vieux qui seront déjà à la retraite, eh bien même cette retraite n'aura pas de sens. Si les aînés ne libèrent pas de place afin que les jeunes viennent travailler pour eux, parce que c'est eux qui vont cotiser, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver demain? Il arrivera un moment donné où tout le monde aura vieilli et la machine va s'arrêter. Ça signifie que c'est la République qui va s'arrêter. Qui peut se le permettre? Mais c'est quand même une procédure assez longue et on dénonce déjà une certaine... dans l'application justement de cette démarche de réforme. Non, mais vous dites vous-même que c'est un processus qui doit être appliqué progressivement parce qu'il n'y a pas possibilité de décider de briser complètement. Non. Les jeunes qui vont prendre progressivement, si je dis progressivement, c'est-à-dire la place de certains aînés, ils doivent être coachés par ces aînés-là. Parce qu'ils ont de l'expérience. Et donc, on ne peut pas dire que tous les aînés vont aller à la retraite. Ah non, c'est pas possible. Sinon, la machine va fonctionner comment? Il faut qu'il y ait, et c'est ça ce que nous sommes en train d'analyser, nous sommes en train de travailler pour savoir finalement, on va commencer comment? Par quelle catégorie? Est-ce que ça sera ministère par ministère? Est-ce que par classe d'âge? C'est aussi la grande question. Voilà. Et maintenant, là, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, bientôt, nous allons commencer un travail sur le plan de la mise à la retraite. On va produire une stratégie, un document de plan de mise à la retraite qui va définir clairement comment nous allons y prendre. Mais concernant la caisse, les choses ont déjà commencé. Le ministère de la fonction publique a même déjà un bâtiment que nous allons visiter au courant de cette semaine où le bureau de cette caisse va être logé. Et il y a déjà des moyens pour réhabiliter ce bâtiment. Vous voyez? Donc le processus est déjà lancé. Évidemment, il manque encore le soubassement juridique. Et même là aussi, un pas a déjà été fait. Nous attendons que tous les textes juridiques soient finalisés, c'est-à-dire que les lois soient promulguées, et que toute la machine soit lancée complètement. Donc, alors, voilà. mais on dénonce aussi un certain manque de rigueur au sein de la fonction publique, ce qui fait que les choses soient ce qu'elles sont jusqu'aujourd'hui. Je pense que nous disons la même chose. Lorsque nous disons que notre administration publique est devenue inefficace, c'est tout ça. Encore une fois, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut réformer. Voilà. Vous voyez, les éléments... Mais ça dépend de vous. Oui, c'est vrai, ça dépend de moi. Mais je viens de dire que je n'ai que 2 semaines et demie. Vous comprenez? Ça dépend de moi, ça c'est vrai. Mais attention, vous pouvez être un meilleur entraîneur. Mais si vous n'avez pas les meilleurs joueurs, vous allez gagner la coupe comment? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Voilà pourquoi nous disons, il faut rajeunir, c'est-à-dire mettre de l'énergie. Et alors le coach, il pourra dire, écoutez, vous courez comme ça, parce qu'on a de l'énergie pour courir, on peut gagner la coupe. Mais même si vous mettez à demander aux joueurs de courir, s'ils ne peuvent plus courir, parce qu'ils ont couru pendant des années, ils ont tout donné, vous voulez quoi?
Je comprends que vous me comprenez finalement. Vous voyez, c'est comme ça que la machine administration publique se présente aujourd'hui. Et il faut plus attendre demain. Il faut que la réforme ait lieu. On va y aller, bien sûr, progressivement. C'est vrai, on a effleuré un point. Je parlais du système intégré de la gestion des ressources humaines. Sans un système qui centralise toutes les données concernant les fonctionnaires et agents de l'État, même la paie, on va la contrôler comment? Vous voyez pourquoi dans la réforme... C'est pourquoi il y avait toujours des détournements. Détournements, tout ce que vous pouvez dire, des doublons, des erreurs, parce que le système n'était pas centralisé. Et nous sommes en train d'aboutir, en tout cas, dans les mois qui viennent, nous aboutirons à un système qui va tout contrôler. De sorte que le ministère de la fonction publique, le ministère de budget, tous les systèmes, on saura, on a exactement combien d'agents et fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, on parle d'environ 800 000. Mais on n'a pas de précision. Vous voyez ça. Aujourd'hui, on peut encore avoir des doublons, quelqu'un qui se retrouve 2 fois. Mais lorsque tout va être informatisé, ça sera impossible de l'être. Si nous ne maîtrisons pas ça, comment on va même améliorer l'enveloppe salariale? Vous savez, nous les fonctionnaires de l'État, parce que je les suis en tant que professeur, nous nous plaignons, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que l'enveloppe, la masse salariale qui est payée aux fonctionnaires de l'État représente déjà au moins 40% du budget de ce qui est prévu dans ce sens-là? Ce qui est déjà significatif. Ben oui, c'est ça ce que je veux dire. Mais pour que ça soit plus efficace, il faut tout contrôler. Ce qui permettra évidemment de se rassurer que celui qui est payé, il est payé pour le travail qu'il produit. Le principe étant un travail, un salaire. On parle aujourd'hui de plus de 200 000 personnes éligibles à la retraite. Oui. Et pour le moment, nous n'avons que 60 finalistes énarques. Est-ce que ce n'est pas un contraste assez étonnant? D'ailleurs, ça me réconforte pour dire que les jeunes ne viennent pas chasser les vieux. C'est pour dire que les 60 qui ont terminé à l'ENA ou encore environ 500 jeunes professionnels, ce ne sont pas eux qui vont combler le vide. D'où la place de l'ENA dans cette réforme. L'ENA doit être soutenue par tout le monde pour former effectivement les gens qui vont prendre la relève. Et doit être créée alors à travers d'autres provinces parce que celle d'ici à Kinshasa risque d'être saturée. Et bien sûr. Et tout cela demande des moyens. Et le gouvernement est en train d'y réfléchir, ne vous en faites pas. Et il y a déjà des pas franchis, comme vous le savez. Il y en a parmi justement les fonctionnaires qui souhaitaient plutôt qu'il y ait des séances de recyclage. Tout cela est prévu. Quand vous me posez la question, je comprends effectivement que le message n'est pas passé. On forme les jeunes à l'ENA, n'est-ce pas? Formation de base, formation continue. Mais entre-temps, il y a tout un programme de formation. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la réunion au ministère de la fonction publique, nous avons longuement parlé de la formation des chefs de division et des chefs de bureau. Et les moyens sont disponibles. Et la formation va avoir lieu bientôt. Apparemment, vous, les journalistes, vous ne dites pas aux agents et fonctionnaires de l'État ce que le gouvernement est en train de faire. Il y a tout un programme de recyclage, de formation continue, de renforcement des capacités. Tout ça, c'est pour dire qu'on ne va pas chasser les aînés. Non, pas du tout. Nous irons progressivement. Nous avons le souci des jeunes, bien sûr, parce que c'est eux l'avenir, qu'on le veuille ou non. Ils prendront notre place. Bah oui, qui se plaignent déjà du critérium qui est très rigoureux. Pour, qui c'est les jeunes. Effectivement. Les jeunes n'ont même pas le droit de se plaindre parce qu'on doit être rigoureux envers eux. Pour que les jeunes remplacent les aînés, il faut qu'ils soient en mesure de mériter, de faire plus que ce que les aînés ont fait. Vous voyez? Donc, les aînés doivent être très rigoureux envers les jeunes. Ils sont formés, c'est normal qu'on soit rigoureux envers eux parce que nous voulons une administration d'excellence. Pour que ce Congo devienne émergent à l'horizon 2030, il faut vraiment une machine administrative d'excellence. Et pour qu'il y ait de l'excellence, il faut la rigueur. 2 choses importantes dans la vie. La rigueur, le travail, et j'y ajoute la discipline. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre Pascal Issoumbisho, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer au deuxième dossier de ce soir.